Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme promis donc pour une vidéo de cours. Si vous êtes arrivé à cette vidéo, c'est que 1. Normalement, vous avez fait vos petites recherches sur certaines pratiques culturelles et 2. Vous avez regardé la petite vidéo plus ou moins humoristique de Franck Lepage. Ça va être important pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va commencer par faire un petit rappel parce que peut-être que vous avez complètement oublié, parce que ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Où est-ce qu'on en est? On a terminé la première partie de l'année qui était sur les pouvoirs de la parole. Là, on a commencé la deuxième partie qui est sur les représentations du monde. Ok, tout le monde y est. Et on est dans une première séquence qui est sur les différences entre les cultures. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais en tout cas, vous pouvez feuilleter votre cahier. Si vous n'avez pas votre cahier devant vous d'ailleurs, faites pause, allez le chercher, vous allez en avoir besoin, d'accord? Mais normalement, si vous feuilletez un peu, ça devrait vous rappeler 2-3 petites choses. Donc en fait, on en est à la deuxième séance de cette séquence 1 de la partie 2. Tout le monde me suit? Vous pouvez du coup écrire le titre de la séance, donc écrire S1, S2, les limites du relativisme culturel. Et c'est ce que je vais vous demander en fait tout au long de cette vidéo, c'est de prendre des notes, donc d'écrire au fur et à mesure pour que vous ayez une trace écrite dans votre cahier, ce qui est indispensable pour les révisions. Au moment des révisions, pour ceux qui vont passer les E3C, vous n'aurez pas le temps de réécouter toutes les vidéos, donc il faut avoir une trace écrite, c'est vraiment très important. Je vous laisse vous organiser comme vous voulez dans le temps, vous faites ça comme vous voulez, mais le jour où on se retrouvera en classe, je vérifierai que vous avez bien recopié tout ce que je vous demande de recopier, bien pris en note tout ce que je vous demande de prendre en note. D'accord? C'est la seule chose que je vous demande. Vous allez voir, ça va aller plus vite qu'en cours, donc globalement, on va mettre 2 fois moins de temps, c'est-à-dire ce qu'on aurait fait en 2 heures, on va le faire en 1 heure en vidéo, ça va plus vite en fait. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est juste prendre des notes, c'est pas grand-chose, vous le faites. Et ce que je ferai, c'est que je ramasserai tous les cahiers et je vous mettrai une petite note dans la moyenne pour sanctionner ce travail. Normalement, si vous avez fait ce travail, tout se passera bien, il n'y aura pas de souci. Donc normalement, là, vous avez eu le temps de recopier le titre tranquillou de la séance. Et on va donc s'attaquer à l'objet du jour. Alors, pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui, il y a 2 préalables. La première chose, c'est de zoomer un peu sur 2 pratiques culturelles que certains d'entre vous ont sans doute étudiées dans les recherches, mais je vais résumer l'essentiel pour les autres. La première pratique culturelle, elle est représentée là à gauche sur la photo, vous devez la voir ici. Ici, du coup, vous avez une photo qui représente la pratique des petits pieds en Chine. En fait, en Chine, pendant des siècles, ça fait 1 siècle maintenant que ça a disparu, mais sinon, la tradition, c'était de bander les pieds des jeunes filles, des jeunes femmes, pour empêcher leurs pieds de se développer correctement. Donc vous voyez que là, à gauche, en fait, les pieds de cette fille ont été bandés, ce qui lui ont empêché d'avoir la taille normale d'un pied normal, d'accord? Vous remarquez, en fait, ses doigts de pied, ils ont comme été repliés sous son pied. Je sais pas si vous voyez. Et donc, ça a empêché ses pieds de grandir. C'est une espèce de mutilation qu'on faisait, en tout cas, à toutes les petites filles en Chine. Pourquoi? Pour des raisons esthétiques. C'est-à-dire que les hommes trouvent ça beau en Chine d'avoir des petits pieds. À droite, vous avez une pratique un peu différente, donc c'est pas les petits pieds, ici c'est le long cou, c'est ce qu'on appelle parfois les femmes girafes. Alors les femmes girafes, c'est une pratique quand même très étonnante, donc vous voyez en fait leur cou a été allongé, donc c'est aussi une pratique de déformation corporelle. Comment on fait? En fait, depuis toutes petites, les filles, on leur met des anneaux autour du cou et on leur en rajoute un à chaque fois qu'on peut, en fait, à chaque fois qu'il y a un peu d'espace qui s'est dégagé, ce qui leur allonge le cou progressivement, d'accord? Alors, il faut surtout pas enlever ces anneaux en métal parce que, en fait, sinon, tous leurs muscles du cou ne sont pas développés au niveau du cou. Et donc, si jamais on enlevait les anneaux, en fait, leur cou se casserait sur lui-même. Je sais pas si vous voyez, parce qu'en fait, c'est comme si en fait, elles peuvent pas porter leur cou elles-mêmes, et donc, en fait, leur colonne vertébrale se casserait. Parce que leurs muscles ne sont pas du tout développés. Donc ça, c'est la pratique des femmes girafes. Et pourquoi? C'est
pareil qu'en Chine, c'est pour des raisons esthétiques. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, on considère que c'est plus beau d'avoir un long cou que d'avoir un cou petit. Et donc c'est à nouveau pour des raisons esthétiques. Les filles, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase « il faut souffrir pour être belle ». Je sais pas jusqu'où vous allez pour être belle, mais vous voyez là, on est sur des pratiques un peu extrêmes. Vous allez me dire, mais pourquoi la prof nous parle de ça? C'est parce que ça va être utile en fait dans le cours qu'on va commencer maintenant. Donc, à partir de maintenant, je vais avoir besoin que vous me fassiez un tableau, normalement vous avez déjà écrit le titre, vous allez faire un tableau comme ça en 3 colonnes, d'accord? Dans ces 3 colonnes, on va étudier 3 attitudes différentes en fait. Il y en a 2 que vous connaissez déjà normalement. Normalement, vous connaissez déjà l'ethnocentrisme et le relativisme culturel. Alors vous avez peut-être tout oublié, mais c'est ce qu'on avait vu dans la séance précédente. Alors je fais un petit rappel rapide. Qu'est-ce que c'est que l'ethnocentrisme? Qu'est-ce que c'est que le relativisme culturel? Bien sûr, vous recopiez au fur et à mesure que j'explique. Alors, l'ethnocentrisme, on avait vu étymologiquement, ethno, ça veut dire une ethnie, un peuple, centrisme, c'est le fait d'être centré sur, en fait, du coup, sa propre ethnie, son propre peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je suis centré sur mon propre peuple, je vais très vite considérer que mon peuple, là, il est supérieur au peuple 2, d'accord? Le peuple 1 est supérieur au peuple 2. C'est un peu un problème de considérer ça, mais c'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Quand on est centré sur sa propre façon de faire, on considère vite que les autres sont des sauvages, sont des barbares. Ça doit vous rappeler l'explication de texte que vous aviez à faire. Et on avait vu que cette attitude, elle est dangereuse, d'accord? Parce que on oublie que tous les êtres humains sont égaux. Et donc ça conduit à se comporter comme un barbare. Vous vous souvenez, quand on se croit supérieur aux autres, en fait on se comporte soi-même comme un barbare. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, et on avait vu que c'était l'attitude malheureusement de beaucoup de colonisateurs, pas de Christophe Colomb lui-même, mais du gouverneur qui l'a remplacé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il est venu à cheval et du coup ça lui permet de se positionner comme étant quelqu'un de supérieur. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Ensuite, il y a une autre attitude qu'on appelle le relativisme culturel. Donc là, il faut remplir maintenant la 2e colonne. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième colonne? Au lieu de dire que l'un est supérieur à l'autre, on dit l'un est égal à l'autre. On ne fait pas de hiérarchie, d'accord? Donc c'est pour ça que le culture 1 et culture 2, dans ce schéma-là, ils sont au même niveau, d'accord? Vous voyez là dans la case, c'est au même niveau. C'est différent, mais égal, d'accord? Donc ça, c'est le relativisme culturel. On ne fait pas de hiérarchie. Et on avait vu que c'était une attitude qui était intéressante parce qu'elle permet d'éviter les dérives de l'ethnocentrisme, d'accord? Donc ça permet d'éviter de considérer les autres comme des barbares, ce qui est quand même un point positif. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va complexifier un peu les choses, c'est qu'on va voir qu'il y a une 3e attitude, c'est l'attitude de jugement moral ou politique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attitude de jugement moral ou politique? Elle ressemble à l'ethnocentrisme parce que ça conduit à faire une hiérarchie. Donc, vous voyez, là, j'ai fait apparaître la case suivante dans le schéma. Dans cette case-là, vous voyez que on hiérarchise différentes pratiques culturelles. On dit, ça, c'est mieux que ça. D'accord? Donc, ça ressemble à l'ethnocentrisme. Dans l'ethnocentrisme aussi, on est en train de hiérarchiser et de dire, ça, c'est mieux que ça. Sauf que c'est pas tout à fait pareil, et si vous arrivez à trouver pourquoi avant que je vous l'explique, bravo. C'est pas tout à fait pareil le jugement moral ou politique et l'ethnocentrisme. Je m'explique. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là comme exemple? J'ai mis que par exemple, ne pas manger d'autres êtres humains, c'est quand même mieux que d'être cannibale. Je sais pas pourquoi il y a des parenthèses autour de cannibale, mais c'est pas grave. Donc le cannibalisme, ça c'est aussi une pratique qui a été étudiée par certains d'entre vous là normalement dans les petits travaux de recherche. On peut quand même se dire que tiens, bon, c'est quand même dégoûtant en fait, c'est répugnant, et donc c'est quand même mieux de pas manger d'autres êtres humains. Bon, il y a un débat, il y a des gens, mais en fait ils disent tant qu'on mange quelqu'un qui est déjà mort, qu'on ne tue pas exprès pour ça, c'est pas grave. En revanche, les sacrifices humains, il y en a peut-être aussi d'autres parmi vous qui ont étudié ça. Ça, pour le coup, c'est vrai que c'est scandaleux. Donc là, on a envie de faire une hiérarchie, en fait, de dire il y a quand même une pratique culturelle qui est mieux que l'autre. Ensuite, je vous ai mis comme autre exemple l'égalité homme-femme. D'accord? L'égalité homme-femme, on peut même considérer que c'est mieux que les petits pieds et les femmes girafes. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure.
on peut quand même se dire, c'est mieux si les hommes et les femmes sont égaux que si les femmes, elles sont obligées de se mutiler les pieds ou de se mutiler la colonne vertébrale et le cou pour être belles. Je vous ai aussi mis le cas de l'excision. Alors l'excision, c'est quelque chose d'horrible, donc évidemment, j'ai pas mis de photo. L'excision, c'est que malheureusement, dans beaucoup de pays, et je crois que le champion, entre guillemets, dans ce domaine-là, c'est l'Égypte. En fait, c'est une pratique culturelle qui consiste à enlever le clitoris des femmes. Donc vous savez que le clitoris, c'est l'organe du plaisir féminin, d'accord, qui est en gros qui se manifeste essentiellement de façon apparente par une petite boule qui est à l'entrée du vagin, qui est très sensible et qui permet de ressentir du plaisir. Il y a aussi des ramifications du clitoris à l'intérieur, autour du vagin, si vous voulez. Et en fait, dans certaines cultures, notamment en Égypte, il est considéré que les femmes n'ont pas à ressentir de plaisir. Et donc, on leur enlève leur clitoris. En général, c'est leurs propres mères qui font ça, en fait, parce que les hommes vont pas assister à ça, parce que les femmes n'ont pas à ressentir de plaisir. Donc, vous voyez, ça, c'est des pratiques assez horribles envers les femmes. C'était la journée de la femme il y a pas très longtemps. On peut se dire, quand même, ces pratiques-là, c'est quand même moins bien que l'égalité homme-femme. D'accord ? J'ai mis un troisième exemple. Après, c'est la question de la démocratie. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que la démocratie, c'est quand même mieux que la dictature ? A priori, quand même, oui. Donc vous voyez, pourquoi je prends ces exemples-là ? C'est parce que c'est des exemples où, en fait, on a envie de faire une hiérarchie. On a envie de dire, il y a certaines pratiques qui sont meilleures que d'autres. Quelle est la différence entre le jugement moral et politique d'une part et l'ethnocentrisme d'autre part? La différence, c'est que, je sais pas si vous voyez, dans un cas, on hiérarchise des gens ou des peuples. Vous voyez ça ? On dit une personne est meilleure que telle autre, un peuple est meilleur que tel autre. Alors que dans l'autre cas, on hiérarchise des actes, ou on hiérarchise des coutumes, des lois. Vous voyez ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose de juger une personne, ou de juger un peuple, ou de juger des actions. Je ne sais pas si vous commencez à sentir la différence. D'accord ? Alors, on va essayer de creuser ça en continuant à remplir la troisième case du tableau, ici. Donc la troisième ligne du tableau. En fait, pourquoi est-ce que l'attitude de jugement moral ou politique, elle est intéressante ? Parce que elle permet d'éviter certains problèmes du relativisme culturel. Donc vous voyez, le relativisme culturel, on avait commencé par dire que c'était une attitude intéressante parce qu'elle permet d'éviter les dérives de l'ethnocentrisme. Mais je voudrais essayer de vous convaincre, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord bien sûr, mais que ça a aussi quelque chose de dangereux, le relativisme culturel. Ça a l'air bien. La dernière fois, je pense que j'avais convaincu tout le monde que le relativisme culturel, c'est génial. Parce que, en fait, on hiérarchise pas, on accepte qu'il y a des différences et on dit pas, il y a une culture qui est meilleure que l'autre. Mais le problème du relativisme culturel, c'est que, en fait, dans ce cas-là, il n'y a plus de notion de bien et de mal. Et du coup, on n'est pas capable de dénoncer des comportements qui sont graves. Vous voyez, c'est ce que j'ai écrit en rouge, là, et qu'il faut compléter maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire qu'en fait, à force de dire... Si on disait le cannibalisme ou je sais pas, les sacrifices humains ou pas de sacrifices humains, non c'est pareil. Ou l'égalité homme-femme et l'excision, non c'est pareil, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. La démocratie et la dictature, non c'est pareil, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. En fait, ça serait scandaleux. Parce que on n'est plus capable de dénoncer des comportements graves. Si on est là à dire tout se vaut, tout a la même valeur. Je vous rappelle, c'est ça la définition du relativisme culturel. Si on dit que tout a la même valeur, on n'est plus capable de dire non mais attendez, il y a quand même des choses graves, l'excision c'est dramatique, les petits pieds, les femmes girafes c'est dramatique, vous voyez ? Et réciproquement, ça nous permet de voir que y a quelque chose de très intéressant dans les jugements moraux ou politiques, c'est que ça permet le progrès, vous voyez ce qu'il y a écrit en vert là dans la troisième colonne, et la reconnaissance de la souffrance des victimes. Ça permet le progrès. C'est-à-dire qu'en fait, si on arrive à se dire non, c'est vrai que torturer les pieds des femmes en Chine, c'est atroce, on va pouvoir mener une politique pour essayer d'améliorer les choses. Et c'est ce qu'ont fait en fait les Chinoises. Elles ont créé à la fin du 19e, début du 20e siècle, la Société pour la défense des pieds. Oui, ça s'appelle comme ça, c'est bizarre. Mais je pense que vous comprenez l'idée maintenant. C'est que
association, en fait, elle était là pour dire, ouais, en fait, on trouve que c'est moins bien les petits pieds par rapport à l'égalité homme-femme sur ce plan-là. Et donc, ça permet le progrès. Ça permet aussi la reconnaissance de la souffrance des victimes. D'accord ? Mais ce qu'on a vu, et c'est là où il faut faire attention, et c'est pour ça que je le mets en orange, le problème du jugement moral et politique, il est quand même vraiment intéressant, mais il faut faire attention à hiérarchiser uniquement les lois ou les coutumes et non les personnes. C'est vraiment le point hyper important. C'est important, en fait, je vais faire un petit parallèle avec autre chose, vous voyez. Est-ce que vous sentez la différence entre si on vous dit ton travail est raté et t'es nul ? Vous sentez la différence ? Si on vous dit ton travail est raté, on est en train de juger vos actes. Voilà. Et si on vous dit t'es nul, on juge votre personne. Il y a une grosse différence là-dedans. Et en fait, c'est important de ne pas juger les personnes. Une personne, elle peut même avoir elle peut avoir mal agi, ça en fait pas d'elle une mauvaise personne. Elle peut avoir raté un travail, ça va pas faire d'elle une mauvaise élève, vous voyez ? Donc ça, c'est une différence qui est vraiment importante. Je continue mon parallèle, c'est une petite déviation, mais voilà. En fait, il y a une étude que j'ai trouvée super intéressante qui montre que il y a les enfants où on juge toujours leur personne, donc on leur dit t'es nul, t'es mauvais, t'es égoïste, t'es orgueilleux, t'es je sais pas ce qu'on peut dire voilà, à des enfants de négatif, ou t'es trop bruyant, ou t'es toujours trop bruyant plus exactement. Donc quand on juge leur personne, en fait c'est des enfants qui du coup après n'arrivent plus à se remettre en question. Parce que à chaque fois qu'on leur fait une critique, ils se sentent jugés eux. Alors que les enfants, quand on les éduque en critiquant leurs actes, mais pas la personne, donc au lieu de dire t'es mauvais, dire t'as raté ce travail, au lieu de dire t'es toujours bruyant en disant là tu fais un peu trop de bruit, vous voyez, ou t'es égoïste de juste dire est-ce que là t'aurais pas juste pensé à toi là maintenant tout de suite, enfin vous voyez, de pas faire de généralité sur la personne. Et en fait du coup ça donne des enfants qui plus tard acceptent beaucoup mieux les critiques, parce que ils sont capables de dire ok, là mon acte est pas bon, mais moi je reste une bonne personne. Du coup ils peuvent se remettre en question. Bon, je referme cette parenthèse. J'espère que ça vous a aidé à comprendre en fait la différence entre juger des personnes et juger des actes. Et en fait, ce qui se passe là dans la 3e colonne, c'est qu'on va essayer de juger des actes. On va juger des lois, des coutumes. Une coutume, c'est une tradition, si vous voulez. Ouais, j'aurais dû mettre tradition, c'est plus simple, tradition. Mais voilà. Ça veut pas dire que on juge les peuples ou les êtres qui pratiquent ça. D'accord ? Donc je suis pas en train de dire les Chinois sont inférieurs aux Français parce que les Chinois bandent les pieds des femmes. Je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de juger un peuple tout entier. Je suis juste en train de juger un acte. Je suis juste en train de juger une façon de faire. Je sais pas si vous sentez la différence. D'accord ? Donc, c'est un point absolument crucial. Donc dans la dernière colonne, en fait, dans la dernière ligne, on va mettre des exemples. D'accord ? L'ethnocentrisme, on a vu que c'était l'attitude des colons lorsqu'ils sont arrivés en Amérique. Alors des colons, pas de Christophe Colomb, mais les colons, c'est-à-dire les colonisateurs, la plupart se sont comportés comme ça. Okay. Le relativisme, en fait c'est l'attitude de ce qu'on appelle les ethnologues ou les sociologues. Alors ethnologue, c'est un métier génial, s'il y en a qui savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est des gens, leur métier, c'est d'aller étudier des ethnies, des peuples. Donc ils sont payés pour voyager et écrire des livres sur les différentes cultures. Et en fait, un ethnologue, il décrit la culture. Donc, il va pas hiérarchiser. Il va pas dire cette culture est meilleure ou moins bonne que celle-là. D'accord ? Il décrit les choses. Vous verrez que c'est aussi l'attitude de Montaigne, qui est un écrivain français du XVIe siècle, et vous allez étudier en français. Lui aussi, alors il n'est pas ethnologue parce que ce métier n'existait pas à l'époque, mais il essaye d'être dans ce rapport-là, de se dire, je décris chaque culture, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. D'accord ? L'attitude du jugement moral ou politique, c'est l'attitude de gens qui veulent faire progresser les choses. Donc c'est l'attitude par exemple de la Société pour la protection des pieds, je vous en ai parlé. Elle s'est dit oui non, moi j'ai envie de faire bouger les choses, j'ai envie qu'il y ait du progrès, donc je vais quand même dire qu'il y a une pratique qui est moins bonne que l'autre. C'est aussi par exemple l'attitude des révolutionnaires français, ce qui fait référence au petit sketch de Franck Lepage que vous aviez à regarder.
où en fait les révolutionnaires français, donc on parle de la Révolution française de 1789, ils ont dit au peuple du monde entier, nous on instaure une démocratie, si vous voulez, on peut vous aider à instaurer une démocratie chez vous. Donc ils ont promis de l'aide en fait à tous les peuples qui le voudraient, pour qu'ils soient aussi transformés en démocratie comme eux, d'accord ? Donc ça, vous voyez, c'est aussi une attitude où on cherche à faire progresser les choses. Et pour ça, il est important de faire une hiérarchie. Donc vous voyez, dans le sketch de Franck Lepage, quand il essaye de dire que c'est important de parfois faire une hiérarchie quand on est en politique notamment, lui c'est ce qui l'intéresse, c'est parce qu'il dit, la hiérarchie, elle permet de faire des progrès. Voilà. Ce qu'il dit pas et ce qu'il aurait dû dire, c'est que la hiérarchie, elle peut être dangereuse, elle peut conduire à l'ethnocentrisme. Mais la hiérarchie, elle n'est pas dangereuse si on fait attention à hiérarchiser uniquement les lois ou les coutumes et non les personnes. Voilà. J'espère que vous avez un peu compris tout ça, les avantages et les inconvénients de chacune de ces attitudes-là. Bon, l'ethnocentrisme, il n'y a que des inconvénients. Dans le relativisme culturel et dans le jugement moral et politique, il y a des avantages et des inconvénients. Et j'espère que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va introduire un peu plus de complexité dans tout ça, pour que vous puissiez comprendre un texte de Léo Strauss, qu'on va lire ensemble. Léo Strauss, c'est pas le même que Lévi Strauss. Je sais que dans ce chapitre, ils s'appellent tous pareil, mais non, ce ne sont pas les mêmes. Donc, pour comprendre ce texte qu'on va lire tout à l'heure, je voudrais rajouter quelques mots compliqués, quelques concepts supplémentaires qui vous aideront à comprendre le texte. D'accord ? Alors voilà les concepts qu'il va falloir comprendre. Vous voyez, normalement, c'est rajouté dans la case en haut à droite, là, dans jugement moral et politique. En fait, j'ai rajouté en haut idéal universel du bien et en bas conception du mal. Est-ce que vous êtes d'accord que quand on fait une hiérarchie comme ça, si on hiérarchise, c'est qu'on a un espèce d'idéal du bien et une conception du mal qui nous permettent de se dire, bon ok, là la pratique elle se rapproche. C'est comme une échelle, vous voyez ? Vous avez genre le barreau tout en haut qui est l'idéal du bien, le barreau tout en bas qui est la conception du mal, et là en fait vous allez vous demander est-ce que les pratiques elles sont plutôt vers le haut ou vers le bas. En fait vous voulez comparer à votre conception du mal et vous voulez comparer à votre idéal du bien, d'accord ? Donc le mot qui est compliqué, c'est le mot de loi naturelle. C'est un mot très utilisé en philo et que vous reverrez forcément l'an prochain en tronc commun d'ailleurs, en philosophie. Donc là, vous prenez un peu d'avance sur les autres. Qu'est-ce que c'est que la loi naturelle ? C'est un mot compliqué. En fait, loi naturelle, il faut juste remplacer naturel par idéal dans votre tête. D'accord ? C'est la loi idéale. La loi parfaite. Donc ça, c'est ce que Léo Strauss, mais en fait, en philosophie, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. C'est la loi parfaite. D'accord ? Et donc, ça c'est son idéal, c'est l'idéal universel du bien. Et alors on va introduire un deuxième mot compliqué après loi naturelle, c'est, je ne sais pas si vous les avez vus apparaître, c'est la notion de loi et de coutume positive. Alors vous voyez, c'est ça qu'il faut distinguer, les lois naturelles et les lois positives. La loi positive, une loi positive, c'est la loi qui existe réellement dans un pays donné. D'accord ? Donc cette loi qui existe réellement dans un pays donné, elle peut être bonne ou mauvaise. D'accord ? Et en fait, pour savoir si elle est bonne ou mauvaise, on va la comparer avec la loi naturelle. Je sais pas si vous me suivez. Donc, vous voyez que dans la case relativisme culturel, culture 1, culture 2, là, différent, nanana. En fait, dans chaque culture, évidemment, il y a des lois et des coutumes positives. Donc, c'est des lois, des coutumes, c'est-à-dire des traditions qui existent. Positives, ça veut dire qui existent réellement. D'accord ? Donc évidemment, il y a des lois et des coutumes positives à l'intérieur. Ce qu'on fait dans le jugement moral et politique, c'est que ces lois et ces coutumes positives qui existent, on les hiérarchise. Et pour les hiérarchiser, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, on les compare à un idéal parfait, qu'on appelle la loi naturelle. D'accord ? Faut juste s'habituer à ça. Ce que vous pouvez faire, c'est que juste en dessous du tableau, je vais vous dicter 2 définitions. Donc, la loi naturelle, vous allez écrire égale loi idéale. Et loi positive, vous allez écrire égale loi qui existe réellement dans un pays donné. Ok ? Tout ça, c'est les 2 définitions centrales. Alors, il y a une élève qui a créé un mnémotechnique une fois. Elle m'a dit, loi naturelle,
dans naturel, il y a aile, et une aile comme l'aile d'un ange, etc. C'est un truc qui nous fait voler très haut, et donc c'est ça qui nous ramène vers l'idéal. Je sais pas si ça vous aide, mais voilà, du coup je vous le donne quand même, parce que souvent les élèves ont du mal à retenir lequel est lequel. Donc dans naturel il y a elle, et donc c'est un truc qui plane au-dessus du monde, et c'est la loi parfaite, ok ? Donc normalement vous avez écrit ça. Maintenant ce qu'on va essayer de voir, c'est comment notre petit Léo Strauss utilise ça dans son texte. Donc je vous affiche ici le texte de Léo Strauss, et dans ce texte-là, vous allez retrouver les différentes notions. Et la question d'interprétation, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à la faire là, c'est comment Léo Strauss montre-t-il les limites du relativisme culturel ? Je vous invite toujours à lire la question avant de lire le texte, parce que ça va vous donner des pistes. Parce que là, la piste que ça donne, c'est que le but du texte, c'est de montrer les limites du relativisme culturel. Donc Léo Strauss essaye de dire, la colonne du milieu, là dans notre tableau, la colonne du relativisme culturel, elle est quand même un peu limitée, ça va pas. Cette histoire. Alors, comment il fait ça ? On va lire le texte ensemble. Il dit « Néanmoins, le besoin du droit naturel est aussi manifeste aujourd'hui qu'il l'a été durant des siècles et même des millénaires. » Donc là, il dit, en fait, c'est important qu'on ait un droit naturel. C'est-à-dire que c'est important que les gens, le droit naturel, la loi naturelle, je vous ai dit, c'est le droit idéal. Donc il dit, c'est important que les gens, ils aient des idéaux, qu'ils aient un idéal de loi parfaite. Et je vous invite à vous poser la question, vous, si on avait été en classe, on aurait débattu un peu, ça serait quoi pour vous la loi parfaite ? Qu'est-ce que vous voudriez comme idéal de loi ? Parce que si vous n'avez pas d'idéaux, vous allez tout accepter, vous ne saurez pas reconnaître la souffrance des victimes, vous ne pourrez pas permettre du progrès, etc. Enfin, tous les problèmes qu'on a dit, quoi. Donc il dit c'est important que les gens aient des idéaux en termes de loi et de droit. Ok ? Alors ça c'est une phrase importante. Phrase suivante. Rejeter le droit naturel revient à dire que tout droit est positif. Autrement dit que le droit est déterminé exclusivement par les législateurs et les tribunaux des différents pays. Alors effectivement, si on arrête d'avoir un idéal, et du coup on n'a plus que le droit positif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Rejeter le droit naturel, donc rejeter l'idée d'idéal, ce qui est en haut dans le tableau, ça veut dire qu'on n'a plus que du droit positif, donc les lois concrètes, les cultures concrètes. D'accord ? Or, je suis ligne 4, il est évident qu'il est parfaitement censé et parfois même nécessaire de parler de lois ou de décisions injustes. Donc là, il est en train de dire, parfois il y a quand même des lois positives ou des décisions positives, donc réelles, qui semblent injustes. Et ce qui se passe, c'est que, je suis ligne 6, en passant de tels jugements, nous impliquons qu'il y a un étalon du juste et de l'injuste qui est indépendant du droit positif et lui est supérieur. En fait, à partir du moment où on est en train de dire qu'il y a des lois qui sont injustes, c'est qu'en fait on a un idéal de loi juste. On pourrait pas dire c'est injuste si on n'avait pas d'idéal. Si on n'a pas d'idéal, tout nous convient. Quelqu'un qui n'a pas d'idéal, tout lui va. D'accord ? Alors c'est peut-être le mot étalon que vous comprenez pas. Un étalon, alors l'étalon du mètre, par exemple, c'est à Paris, il y avait, maintenant ça se fait plus comme ça, mais il y avait un bout de, je sais pas si c'était un bout de bois ou un bout de métal, mais on disait c'est ça le mètre. Donc c'est en fait la référence. Un étalon, c'est une référence qui permet de mesurer d'autres choses, d'accord ? Donc l'étalon du mètre, c'était un bout de bois, on disait c'est ça un mètre. Et donc s'il y avait un débat après, on allait remesurer en comparant avec ça. Donc un étalon, c'est une référence de mesure, d'accord ? Et donc là, en fait, l'étalon du juste et de l'injuste, ça désigne la référence de ce qui est juste et de ce qui est injuste, donc c'est-à-dire la loi naturelle d'un côté et la conception du mal de l'autre côté. Ok. Donc on a besoin d'un étalon grâce auquel nous sommes capables de juger le droit positif. Donc on a besoin d'une référence. Et cette référence, ça va être justement le droit naturel. Ça va être notre idéal de ce qu'est une loi parfaite. S'il n'y a pas d'étalon plus élevé que l'idéal de notre société, nous sommes parfaitement incapables de prendre devant lui le recul nécessaire au jugement critique. Il se répète un peu là. Il dit, voilà, si on n'a que
l'idéal de notre société, ça suffira pas. Il faut un idéal absolu. Il faut une loi parfaite, il faut une référence parfaite, et cette référence parfaite, ça sera la loi naturelle. Mais le simple fait que nous puissions nous demander ce que vaut l'idéal de notre société montre qu'il y a dans l'homme quelque chose qui n'est point asservi à sa société, et par conséquent que nous sommes capables et par là obligés de rechercher un étalon qui nous permette de juger de l'idéal de notre société comme de tout autre. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, l'idéal de notre culture, on est capable de le remettre en question. L'idéal de notre société, ça fait référence juste à une culture. Et il dit, parfois, on est capable de se dire, ouais, non, ma culture, ça va pas. Je suis une femme chinoise, et ma culture, ça va pas du tout, puisqu'on torture les petites filles sans leur demander leur avis, en plus. Donc, ça ne fonctionne pas. Et donc, à partir du moment où on est capable de critiquer notre culture, ça veut dire qu'en fait on a un idéal qui est encore plus grand, qui est supérieur à notre culture, et cet idéal-là, c'est le droit naturel justement, ou c'est ce qu'il appelle l'étalon ici, donc mais ça renvoie au droit naturel, l'étalon, c'est juste une référence, l'étalon. Ok ? Donc, avec ces explications, si vous n'avez pas compris le texte, je vous invite à faire pause et à le relire tranquillement. Vous voyez que le but du texte, c'est qu'il essaye de dire, on a besoin, les êtres humains, ils ont un idéal de loi. Cet idéal de loi, il l'appelle un étalon, une référence, qui permet du coup de juger les différentes cultures. Et c'est très important pour lui, parce que sinon, il n'y aurait plus de juste ou d'injuste. D'accord ? Je vous invite du coup, je vais vous dicter un résumé de ce texte, je vous invite à l'écrire juste en dessous. Donc, je vous invite à écrire que l'objectif de Léo Strauss dans ce texte, c'est de montrer que les êtres humains ont besoin d'une référence du bien et du mal. Ils ont besoin d'une référence pour pouvoir juger positivement ou négativement certaines lois positives, certaines pratiques culturelles. Et pourquoi ils ont besoin de cette référence ? C'est parce que il y a certaines pratiques qui sont dangereuses, d'accord ? Une fois que vous avez noté ça, vous avez compris normalement l'essentiel du chapitre, enfin de la séance en tout cas. Et vous pouvez du coup vous arrêter là jusqu'à ce qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si besoin du blog sur l'ENT. Et nous, on se retrouve soit dans les commentaires, soit dans la prochaine vidéo. Au revoir!